Monsieur Virouleau, bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Limoges, en charge des anciens combattants et de la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi consiste votre fonction, justement? Eh bien, ma fonction consiste à remettre, entre guillemets, l'histoire de Limoges, et je dirais toute l'histoire, au contact de nos concitoyens, à travers, on va dire, des présences dans beaucoup d'associations. Alors, en ce qui me concerne, ces associations ont souvent un caractère dit patriotique. Ces associations sont très nombreuses à Limoges, mais elles font un lien entre l'histoire de la ville, et je parle bien sûr de l'histoire, on va dire, plutôt militaire et résistante en l'occurrence. Euh, et donc elles permettent de replacer l'histoire de Limoges et de la maintenir et de la faire vivre à travers et ces associations et de nombreux événements que nous, on va dire, responsables politiques locaux, et je pense surtout à Monsieur le maire, à Monsieur Émile Roger-Lomberti, puisque je suis son adjoint, développe, entretient cette mémoire. Nous la faisons vivre sous des formes très diverses, hein, très diverses. Donc ça peut être les commémorations, il s'agit également des conférences, il y a eu des expositions. Nous sommes d'ailleurs au musée de la Résistance où de nombreuses expositions se succèdent, bien sûr sur les thèmes qui sont plutôt liés à la Seconde Guerre mondiale. Nous n'oublions pas le reste de l'histoire de notre ville. Je vais vous expliquer également que nous avons, dans le cadre de la mission centenaire, par exemple, mis à l'honneur les 3009 poilus limougeaux morts pour la France. Et Monsieur le maire a soutenu le projet également de ce magnifique et intéressant mémorial qui existe à la plage Jourdan aujourd'hui, qui a été inauguré donc au 11 novembre 2018, donc l'année dernière. Justement, en parlant de ce mémorial, c'est assez intéressant parce que vous me disiez qu'en fait, pendant très longtemps, le choix de la municipalité avait été de ne pas faire de liste des disparus. Et vous avez justement voulu rechercher les noms de ces personnes décédées. Tout à fait. Alors, je comprenais tout à fait que des noms n'aient pas été inscrits, mais simplement, on va dire, une bannière générique qui était aux enfants de Limoges, moi pour la France et pour la paix du monde. Mais il faut bien comprendre que ce monument qui a été érigé en 1931 était encore sous l'influence très forte et particulièrement forte, hein, dans la ville de Limoges, d'un courant socialiste qui était pacifiste, hein. Vous savez, on avait dans la tête, c'est la der des der, plus jamais ça. Bon, malheureusement, on connaît la suite, hein. Mais ce courant a fait que les élus et le maire de l'époque avaient refusé effectivement l'inscription individuelle des noms. Alors que dans la plupart des communes de France, vous le savez comme moi, ces noms étaient inscrits. En fait, nous voulions nous faire entrer Limoges à égalité, et notamment à égalité de ce qui se faisait par ailleurs, puis surtout redonner, on parlait de mémoire tout à l'heure, remettre la mémoire de ces 3009 soldats de 14-18, la mémoire à la place qu'elle mérite dans la ville de Limoges, et le respect qui leur est dû. Et également, ne pas oublier, et ça je l'ai vécu, c'était très intéressant, c'est que ces morts-là ont des familles. Et il existe des descendants. Et je pense que ces descendants ont été vraiment partenaires, quand ils ont pu l'être, de cette réalisation, ont apporté des informations, sont venus s'assurer. Moi, j'avais des personnes qui défilaient aussi dans mon bureau en me disant, mais vous n'avez pas oublié, hein, mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est sûr que c'est lui, hein, vous voyez, on vérifie bien le nom, le prénom, on fait les recherches et tout. Donc voilà, là, la mémoire devient à ce moment-là vivante. Du coup, oui, ces monuments aux morts, en fait, qu'on voit dans toutes les villes. Donc en fait, on se pose plus la question presque. C'est quand même le signe qu'effectivement la mémoire, la mémoire des défunts, elle s'inscrit dans l'espace de la ville, dans l'espace de la cité. Et c'est aussi des noms-rues qui sont donnés. Alors, du coup, ce qui m'amène un petit peu à vous, c'est que en 2005, Limoges a achevé son périphérique, son contournement avec le pont qui traverse la Vienne, le dernier pont construit à Limoges.
Et il a fallu attendre 2014 finalement pour que on décide de lui trouver un nom après avoir cherché pendant un petit moment et de l'appeler Georges Guingouin et de le faire prolonger en plus par 2 autres boulevards. Alors vous, c'est la municipalité à laquelle vous participez qui a présidé à ces inaugurations. Tout à fait. Et d'ailleurs, là, c'était une justice qu'il fallait aussi rendre à Georges Guingouin. Mais Georges Guingouin n'était pas totalement absent de la ville. Il s'est vu attribuer le nom d'une rue qui est, d'un boulevard même qui est à l'extrémité nord de Limoges, à Bonne-les-Mines. Vous avez effectivement, je crois, une rue Georges Guingouin, et c'était tout. Et là, on avait l'occasion de vraiment de donner un regard beaucoup plus fort sur l'histoire de cet homme remarquable. Il faut le dire et remarquer aussi, puisque nous avons en face de nous, bien sûr, alors le préfet du Maquis, un organisateur talentueux de la résistance, sous toutes ses formes, y compris des formes pas que militaires, mais y compris sous des formes économiques. Ensuite, l'homme qui a réuni vraiment les troupes à travers, donc là il s'agit de Maquis, FTP, mais numériquement les troupes les plus fortes. Alors, sans oublier, à un moment, on y reviendra tout à l'heure, sans oublier les autres composantes, mais bon, Guingouin est incontournable en terre limousine, voilà. Et donc, que la mairie de Limoges lui a attribué le pont qui était le dernier pont, bah, c'est un hommage mérité. C'était un hommage mérité. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas fait plus tôt? Alors, mystère, je n'ai sans doute pas tous les éléments pour répondre à votre question. En tout cas, nous nous sommes posé la question, nous allons rétablir la vérité et l'importance historique de Georges Guingouin. Alors, c'est vrai que on peut pas contourner cette question. Je veux pas polémiquer, mais on peut pas contourner cette question qu'effectivement Limoges a été pendant un siècle une municipalité socialiste. Vous le mentionniez tout à l'heure par rapport à la question du pacifisme. Mais il est vrai que si on regarde par exemple, il y a quelques martyrs de la résistance authentique, tout à fait mérités, qui portent la rue François Perrin, qui est ils sont de grands actes, la rue Armand Dutré, qui sont à chaque fois la route de Périgueux, la route d'Angoulême, voilà. Du coup, Georges Guingouin, il était quand même un tout petit peu relégué dans un coin, mine de rien, pendant longtemps. Est-ce qu'il y avait un peu cette vieille querelle entre communistes et socialistes qui jouait sans doute? Alors, j'irai également vraisemblablement dans votre sens, sans apporter bien sûr de preuves historiques, mais oui, il y a eu des tensions très fortes, hein, et bon, qui se sont, Dieu merci, assagies, mais quand on lit certains récits juste post-libération, mais immédiats, oui, c'était compliqué, effectivement. Alors, d'ailleurs, certains résistants socialistes que vous citez à l'instant ne se retrouvaient pas du tout dans les maquis de Guingouin, ils étaient plutôt dans les réseaux de libération. Je pense à Combat, qui ensuite a rejoint l'armée secrète. Et là, on voit qu'il y avait des sensibilités effectivement fortes et différentes dans la résistance. Bon, Dieu merci qui ont pu se réunir à travers cette fédération qui s'est d'ailleurs appelée FFI, hein, à partir de 1944 de mémoire. Et en fait, les FFI réunissaient bien sûr les équipes de Guingouin FTP, mais vous aviez aussi, ne jamais oublier l'ORA, hein, Organisation de résistance de l'armée, et puis l'armée secrète dont je viens de parler. Mais c'est vrai qu'il y avait deux bords, il y avait deux politiques, et puis les communistes ont pu faire peur, hein, moi je pense, et notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que bon, ils étaient forts, organisés, peut-être mieux structurés même que d'autres composantes de la résistance, et ils avaient aussi les armes à la main. Alors d'ici là, quelques esprits auraient pu se dire oui, mais il y a un risque de dire peut-être que nous pourrions nous retrouver en situation pré-révolutionnaire. Alors, Dieu merci, là, et grâce surtout à l'habileté politique du général de Gaulle, n'oublions pas qu'il a fallu désarmer. Alors, bon, ça s'est fait de façon très différente. Il y a des résistants de tout maquis qui ont pu rentrer, se régulariser dans l'armée française. Mais il restait quand même, ce sont des tonnes et des tonnes d'armes qui ont été parachutées. Voilà. Alors après, il fallait que tout ça rentre dans l'ordre républicain. Le général de Gaulle a fait rentrer, donc à désarmer en fait officiellement les résistants et
et les équipes de maquisards. Et donc ils rentraient dans la vie civile immédiatement, ou certains pouvaient rejoindre l'armée, mais la guerre était terminée. Voilà. Il fallait que nous passions sur une époque pacifiée. Et ces tensions-là ont laissé des traces dans la vie de Limoges. Et moi, je dirais même, alors là, c'est le responsable actuel et l'adjoint qui parle. Là, je m'annonce sur mon plan strictement personnel. Je ne veux pas engager l'équipe municipale. Mais je suis convaincu que c'est à partir de là où, pour on va dire, l'électorat modéré qui aurait dû être notre électorat naturel après 1945, eh bien cet électorat-là, il a suivi, accompagné le Parti socialiste, puisque le Parti socialiste était le rempart le plus évident contre le communisme à Limoges. Voilà pourquoi, historiquement, on dit, mais c'est vrai, le centre et la droite à Limoges ont été en situation d'échec politique longtemps, mais moi je vous dis aujourd'hui que ça fait partie justement de cette situation de fin de guerre mondiale où l'électorat, qui était notre électorat naturel, s'est mis à voter socialiste pour se protéger du communisme. D'accord. Alors, bon, j'ai une observation, moi, de géographe, toujours sur la ville. Je sais pas si, est-ce que justement, quand je vous disais, on voit que des grands axes donc portent le nom de François Perrin, d'Armand Dutré, de Georges Dumas, est-ce que vous, dans votre fonction, il vous arrive des fois peut-être de prendre un peu la carte de Limoges et vous dire, peut-être est-ce que la répartition a été bien faite, est-ce que ça reflète vraiment une mémoire juste de ce que, disons, les Limousins d'aujourd'hui doivent à cette génération-là? Je dirais dans l'ensemble, oui. Et puis je fais confiance surtout à mes collègues qui sont membres de la commission de dénomination des rues, et qui siègent donc à la mairie de Limoges, et qui travaillent très sérieusement et qui travaillent, on va dire, de façon très neutre, et nous tenons effectivement à ce qu'il y ait une répartition juste de toutes ces mémoires, parce qu'on parlait de mémoire, mais en fait ce sont des sommes de mémoire. Alors bon, de temps en temps, on donne des coups on va dire, des coups d'éclat de lumière un peu particuliers sur des gens qui auraient pu être oubliés. Regardez tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait moi avec Bob Maloubier, puisqu'il y avait une composante de ce qu'on appelait les agents du SOE, des services qui étaient des Français, mais qui travaillaient sous l'égide des services secrets anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, certains, ils n'étaient pas oubliés. Alors, certains avaient des rues très courtes. Alors, on revient un petit peu à ce que vous me disiez tout à l'heure. Moi, j'ai quand même été étonné à Limoges que la rue du Major Stoughton, si vous la connaissez, alors Stoughton n'était pas n'importe qui, hein, c'était vraiment le responsable des équipes SOE, des parachutages, tout à l'heure dont on a parlé et tout. Et Stoughton, il a un bout de rue qui est calé entre l'avenue de la Libération et la rue de la Réforme. Je ne vous dis pas Limoges, vous connaissez. Et la rue, allez, elle fait 40 mètres, quoi. Et j'en suis pas sûr. Voilà. Mais après, est-ce qu'il y a eu des intentions? Je n'irai pas jusque-là. Voilà. Oublié, alors Violette Zabot, pareil, morte fusillée en déportation, elle, et toujours dans l'équipe de SOE, qui a, j'allais dire, hérité d'une rue à Bonne-les-Mines, mais bon. Vous savez, les rues aussi, c'est un problème. C'est pas qu'on ne voudrait pas honorer la mémoire à égalité de ces résistants qui ont tous le même mérite. Tous ces résistants ont le même mérite. D'où qu'ils viennent, de quelque sensibilité politique, philosophique qu'ils soient. Ils ont le même mérite. Mais après, il faut qu'il y ait aussi une offre en termes de création de rues. Et bon, Limoges est une ville en devenir, hein, qui se bâtit, qui se développe, bien sûr. Mais il faut aussi que nous ayons des lotissements nouveaux pour mettre ces diminutions de voies. Voilà. Alors, il nous faudra encore un peu de temps. Il y a encore des oublis. Nous avons des noms et des demandes, d'ailleurs, dans les tiroirs. Je n'ose pas utiliser le terme de stock, ça serait vraiment déplorable. Mais il nous faudra un petit peu plus de temps pour pouvoir effectivement renommer et n'oublier personne. Voilà. Alors après, les résistants étaient tellement nombreux dans cette terre, on le répète, de résistance.
que c'est presque une mission impossible, parce que là on parle des grands noms, on parle des grands chefs, on parle des grandes équipes de résistants, mais vous avez les résistants lambda, hein, qui avaient le même mérite, qui risquaient sa peau comme les autres. Pourquoi? Ben parce que c'est Madame Valette qui tenait par exemple un café, le café de Paris, et qui servait de boîte aux lettres. C'est la mère Milou de mémoire qui tenait aussi un café en bas de la rue Raspail, qui était servi de boîte aux lettres, et bien d'autres. Et ces gens-là, et tout à l'heure je parlais des imprimeurs, et voilà. Alors, il faut encore beaucoup de temps si on ne veut oublier personne. Très bien.